août 2018, une nouvelle série médicale débarquait sur mon écran. Je n'étais pas encore totalement sevrée d'urgence, un peu accro à Grey's Anatomy, mais un peu seulement. Replonger dans les scènes de brancard, d'hémoglobine et autres chirurgies cardiaques exigeait alors un supplément d'âme pour que je m'intéresse au sujet. C'est ce qui s'est passé à la 4e minute et 30 secondes du premier épisode de Good Doctor. Le directeur de l'hôpital situé à Saint-José annonçait la venue d'un nouveau chirurgien et ça faisait débat au sein du conseil d'administration. L'autisme, une maladie neurologique caractérisée par des difficultés à communiquer, à utiliser le langage et les concepts abstraits. Voilà sa définition. Ces caractéristiques s'appliquent-elles à un chirurgien ? Ça n'est pas Rainman. Il a un haut niveau de fonctionnement, il est capable de vivre seul, capable de gérer sa vie, il est autonome. Il a un haut niveau. C'est le nouveau critère d'embauche ? Si c'était le cas, vous ne seriez pas là. Ça me sidère. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ce cirque ? Une réunion extraordinaire du conseil d'administration. J'ai beau tous vous apprécier, je n'aime pas qu'on remette en question l'une de mes décisions. J'ai rencontré Sean Murphy alors qu'il n'avait que 14 ans. Je vivais dans le Wyoming à ce moment-là. À l'époque, c'était un jeune homme extraordinaire. C'est toujours le cas aujourd'hui, croyez-moi, car s'il est atteint d'autisme, il présente le syndrome du savant également. Il fait preuve dans de nombreux domaines d'aptitude exceptionnelle. Il a une mémoire presque absolue, une représentation spatiale extraordinaire. Il voit les choses et il les analyse avec un regard différent. C'est tout à fait remarquable. Il nous offre une vision du monde qu'on ne saurait même pas entrevoir. Considérez ça comme un atout indéniable pour n'importe quel médecin. En particulier un chirurgien. Bienvenue dans Seriland, zoom sur la série Good Doctor et autres questions psy dans les séries. Seriland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, comme Utopia et 2 Weeks to Live, sur lesquelles nous reviendrons en détail à la fin de cet épisode. Et puis, il y a les séries qui nous racontent l'actualité. Je m'appelle Eva, et comme vous sans doute, j'aime la complexité des personnages, leurs failles, leurs doutes, leurs maux et leurs troubles mentaux parfois, comme le docteur Sean Murphy, incarné par Freddie Highmore dans Good Doctor, un chirurgien souffrant de troubles autistiques. Mais nous allons voir que parler de troubles n'est pas forcément une évidence dans le jargon médical. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Clément Le Saffre et Patrick, notre voix, on a voulu essayer de comprendre de quoi souffraient exactement nos héros dans Mindhunter, Les Sopranos et autres séries. Est-ce que ces troubles, ces pathologies sont réelles ou est-ce un artifice scénaristique ? Pour répondre à cette question, il nous fallait un médecin qui aime les séries et on l'a trouvé. Oui, il existe. Il s'appelle Christophe Debien, il est psychiatre, co-auteur de la chaîne YouTube Psylab et l'auteur d'un livre passionnant, Nos héros sont malades, aux éditions Human Science. Seriland, épisode 17. Bonjour docteur Christophe Debien. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Docteur, la question rituelle. Jurez-moi de ne pas me psychanalyser pendant la construction et l'enregistrement de cet épisode. Alors, je ne suis pas psychanalyste. Donc, et vous n'êtes pas mentaliste non plus. Non, hélas, parce que je serais beaucoup plus riche. Ah, peut-être, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous êtes riche de savoir et vous allez nous faire partager votre savoir. TF1 vient de diffuser les derniers épisodes de la saison The Good Doctor. L'intégralité des 3 saisons est disponible sur Amazon Prime Video. Une série médicale, donc, dans laquelle le chirurgien souffre de troubles autistiques. Une série que j'apprécie, que je vous conseille, parce que l'autisme n'est pas traité comme un super pouvoir façon un peu Rainman. Non, le héros a des capacités exceptionnelles, certes, en tant que médecin, mais la série, elle met en exergue les failles du héros en termes de communication notamment. Écoutez cet extrait, Sean Murphy a une petite amie et il n'hésite pas à en parler avec ses consoeurs et ses confrères lors d'une réunion. T'es en retard. J'ai cuisiné un vrai petit déjeuner à Carly ce matin et ça lui a donné envie de faire l'amour. Alors on l'a fait. C'est super, Sean. Mais la prochaine fois, tu peux juste nous dire que t'as raté ton bus. Les femmes n'aiment pas quand les mecs racontent leurs exploits, même si elles le font tout le temps. Non, jamais au boulot. Ça se voit que tu vas jamais dans la salle de repos des infirmières. On peut savoir ce que tu y fais. Je leur apporte des donuts. Et croyez-moi, ça me facilite plus la vie que de lécher les bottes du patron. On n'a pas encore commencé la visite, mais c'est ma faute, docteur Melendez. C'est parce que j'ai raté mon bus. Docteur Debien, est-ce que vous connaissez cette série ? Alors oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai un problème avec les séries médicales, c'est que j'ai l'impression d'être au travail, donc je ne les regarde pas. Ah, c'est pour cette raison que vous ne la regardez terrible, pas. C'est terrible. Urgence, c'était pareil. Alors j'en ai vu quelques épisodes.
Et là, c'est pareil, The Good Doctor, je me suis dit, oh non, pas encore une série médicale, c'est une horreur. Est-ce que quand même vous auriez les moyens de nous expliquer de façon très simple ce que c'est que l'autisme, et rappeler d'ailleurs que ce n'est pas une maladie? Alors, vous pouvez là, juste nous le définir pour qu'on se rende compte en fait de quoi on parle. alors là, on rentre sur un sujet très très polémique, puisque, vous le savez, hein, l'autisme a quitté, ou est en train de quitter, ou en tous les cas... Beaucoup réclament que l'autisme quitte le champ de la psychiatrie pour rentrer dans le champ de la neurologie. Et c'est là où on voit que c'est très intéressant parce que neurologie, psychiatrie sont en train de nouveau de se rejoindre autour des neurosciences. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'autisme, mais j'ai demandé à un de mes petits camarades qui me disait « Écoute, le mieux, c'est que tu dises que c'est une maladie neurodéveloppementale. » C'est-à-dire, voilà, une maladie dont... Il utilise le terme de maladie. Oui, en tous les cas, un trouble. Alors, maladie, c'est compliqué parce que maladie, ça implique une souffrance. Donc, la question, et c'est là où je pense que la médecine et la psychiatrie en particulier doivent être très prudentes, c'est que nous ne sommes pas là pour normaliser les comportements ou répondre à des injonctions morales. On est là pour prendre en compte, écouter et essayer de soulager la souffrance. Donc, la question, c'est est-ce que ce jeune homme souffre ? Alors, c'est difficile parce qu'on voit, et c'est marrant parce que le premier extrait montre quelque chose de très fort, c'est la stigmatisation dont souffrent les gens qui sont atteints de troubles mentaux, au sens large du terme, ou en tous les cas, qui ne sont pas comme les autres. Donc ça, c'est intéressant, cette stigmatisation, et on le voit bien dans votre premier extrait. Dans le deuxième extrait, on voit bien qu'il y a un problème au niveau des convenances sociales. Effectivement, parce que c'est un spectre, l'autisme, ça veut tout dire et rien dire. Il y a un certain nombre de symptômes, un certain nombre de difficultés, et essentiellement, elles sont basées sur le rapport à l'autre. Comment on peut interpréter ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que je vous vois là en ce moment, je vois votre visage et je vais interpréter un certain nombre d'intentions. Vous commencez. Vous êtes en train de me faire peur. Forcément, on est obligé de faire ça. Oui. Et donc dans l'autisme, on a un certain nombre de capacités comme ça sociales. C'est vraiment une atteinte par moment des capacités sociales. Est-ce que ça fait souffrir les autistes ? J'en sais rien, c'est à eux de répondre. Alors oui, parce qu'il va y avoir la réaction de la société de l'autre côté. Donc quel est le rôle de la psychiatrie là-dedans ? Quel est le rôle de la médecine ? Je pense déjà changer le rôle, le regard de la société, et en ça, les séries, notamment les représentations, qu'elles soient cinématographiques ou télévisuelles, peuvent être intéressantes. Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ce que j'aime aussi dans Good Doctor, c'est cette notion de souffrance. Est-ce que le personnage souffre ou pas ? Et on sent que c'est vraiment la limite de l'exercice de savoir à quel point cette souffrance, elle existe. L'autisme est vraiment intégré en permanence au scénario. C'est pas simplement un artifice pour faire du docteur un super-héros façon Dr House. D'ailleurs, au passage, je note quand même que les séries médicales, elles multiplient les héros qui ont un souci avec l'empathie. On a l'impression que c'est pour éviter l'excès de pathos que vous avez de toute façon dans les scènes récurrentes. Mais enfin, voilà, ça c'est un petit détail. Je voulais vous faire écouter un autre extrait justement de Good Doctor. Il est avec une autre conquête féminine, Sean. Et avec cette jeune femme, ça se passe pas très bien parce qu'elle va refuser de devenir sa petite amie. Tu as besoin que les choses soient dans un certain ordre, dans la vie, au travail et... Parce que je suis autiste. Tu refuses d'être ma petite amie parce que je suis autiste. Alors, au-delà de la version française, je m'en excuse, la version originale est bien mieux. Est-ce que ce genre de dialogue, ce genre de verbalisation de la part du héros vous semble sonner juste ? Alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, je m'en excuse, parce que je vais classer l'autisme dans les troubles. Alors, voilà, c'est un vrai débat, une vraie question. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Mais pour simplifier un peu mon propos, je vais le classer là-dedans. Et là, on voit bien qu'il y a une souffrance. C'est-à-dire que lui, et il exprime cette souffrance. Alors, il l'exprime en disant je suis autiste. On a souvent une image de la maladie mentale comme une absence de conscience de notre maladie, notamment les patients atteints de troubles psychotiques. On parle beaucoup. C'est faux, la plupart du temps. Et la preuve, c'est qu'ils en souffrent tellement que quelquefois, ça les conduit au suicide. Et ils se suicident parce qu'ils ont du mal à être intégrés dans la société. Donc, il y a une vraie question de comment on aide ces gens. Est-ce que c'est du domaine du médical ? Par moment, oui. Est-ce que c'est du domaine du social ? Par moment, oui. Et c'est là où on voit qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour travailler. Et c'est marrant parce que cette série, de ce que j'en entends, me fait penser à Atypical. Sur Netflix. Alors là, par contre, que j'ai regardé, avec aussi quelqu'un qui, a priori, présente un trouble du spectre autistique, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui.
Et avec même problématique, puisque cet adolescent, ce qu'il veut, c'est avoir une petite amie, puisqu'on lui a appris qu'il avait le droit d'avoir une petite amie. Et je trouve que voilà, c'est que ce qu'on montre dans Atypical, c'est que c'est un adolescent avant tout. Donc, il découvre les relations à l'autre, les relations amoureuses, et qu'il présente un trouble du spectre autistique. C'est pas l'intérêt de la série. L'intérêt de la série, c'est que c'est un adolescent qui se retrouve dans les relations amoureuses avec toutes les difficultés. Évidemment, ces difficultés sont amplifiées par le trouble du spectre autistique, mais exactement comme ce que je viens d'entendre. Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais. Les filles ne me remarquent jamais vraiment. Sam va sortir avec des filles. Tous les deux, on avait le même âge quand on s'est rencontrés. Peut-être qu'il est temps qu'on relativise un peu. Il existe des stratégies que je pourrais lui apprendre. C'est fini, je suis plus un gamin. Je peux faire des choses. Est-ce qu'il existe des stratégies quand on a le cœur brisé? Parfois, j'aimerais être normal. Tu sais, personne n'est normal. À un moment donné, j'espère vraiment que j'arriverai à avoir des nichons. Clément ? Moi, ce qui m'a frappé, je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de films, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de surreprésentation des héros qui présentent des troubles autistiques. On a parlé évidemment de Good Doctor, d'Atypical. On peut élargir Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, qui fait plutôt rire. Même Dewey dans Malcolm, à une certaine époque, avait un peu ce genre de syndrome. Le côté Sherlock, un peu génie, ouais, Sherlock, tout à fait. par exemple, a ce côté un peu génie. Tout ça découle de Rain Man, peut-être, je sais pas. Pourquoi est-ce que ces personnages un peu à part font des héros qu'on aime, et qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à eux comme ça? Les failles, c'est ce qui nous permet de nous attacher au personnage en général. Un personnage lisse, génial tout le temps. Exactement. C'est un personnage auquel on ne s'attache pas, parce que ça nous renvoie à nos propres failles. On parle de l'autisme et des difficultés de communication à l'autre, mais c'est notre vie de tous les jours. En tous les cas, je me souviens de mon adolescence. Maintenant, je suis un peu plus vieux, donc j'ai un peu réglé un certain nombre de problèmes. Mais comment on aborde une fille ? D'abord, c'est quoi une fille ? Enfin, c'était hyper angoissant, et puis il n'y avait pas de mode d'emploi, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Du coup, toutes ces questions-là, alors bien sûr, elles sont amplifiées, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir lire le paraverbal de la personne qui est en face de moi. J'ai la chance d'avoir une théorie de l'esprit qui fonctionne à peu près. Mais là, c'est les mêmes problématiques, donc on se projette là-dedans. Après, la vulnérabilité, c'est quelque chose aussi qui nous attache aux héros. Et puis, ce que je dis souvent, c'est cette phrase horrible, je vais la dire, c'est que les gens heureux sont des gens sans histoire. Donc, il faut qu'il y ait du drame. Et le drame, on va le chercher dans nos failles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et oui, en termes de scénarisation, il vaut mieux avoir un personnage avec beaucoup de doutes et beaucoup de failles. Ça permet de faire un peu plus de scénario autour de tout ça. Juste pour préciser, les 3 saisons de Good Doctor sont donc disponibles sur Amazon Prime Video, et je vous les recommande. C'est une série classique sur la forme, mais qui n'est pas inintéressante sur le fond. La preuve, c'est qu'on en débat aujourd'hui. Alors, elles sont nombreuses, ces séries, à s'emparer de troubles mentaux ou de maladies, comme le prouve votre livre, Le Docteur de Bien, qui s'appelle « Nos héros sont malades ». Vous consacrez notamment un chapitre à un héros que nous adorons avec Clément et toute l'équipe de Seriland, Tony Soprano, notre sérivore. Clémence Olivier a d'ailleurs déniché une nouvelle histoire croustillante. Écoutez. Mettre en scène un parrain de la mafia dépressif, c'est une idée brillante. C'est ce qu'a fait en 1999 David Chase avec sa série aujourd'hui devenue culte, Les Sopranos. Le héros, c'est donc Tony Soprano, un mafieux du New Jersey qui souffre de crise de panique et consulte en secret une psy. Il est interprété par James Gandolfini. Mais l'acteur américain n'a pas seulement prêté ses traits de quadra dégarnis et bedonnants au personnage de mafieux. Il l'a habité tout entier. Tony Soprano, il l'était parfois jusqu'à la moelle, quitte à ce que, comme Tony, il s'égare dans la colère ou la dépression. Aujourd'hui, tout le monde va voir des psys, ou des conseillers, ou encore a envie d'aller raconter ses petits problèmes à la télévision. Vous croyez que ça arriverait, vous, à Gary Cooper ? Il était fort, lui, il savait assumer. Ça, c'était un vrai Américain. Il passait pas son temps à s'écouter. Avant tout, il finissait ce qu'il avait à faire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand Gary Cooper avait décidé de ce qu'il faisait, il n'était plus possible de l'en empêcher. Et que les troupes de ceci, les troupes de cela, lui, il en avait rien à foutre. Au début des années 2000, être la vedette de la série culte de la chaîne HBO n'est pas aussi enviable qu'il y paraît. Sur le plateau de tournage, Gandolfini travaille comme un acharné. Le jour, il tourne entre 6 et 8 heures sous des projecteurs brûlants. Le soir, il doit mémoriser des pages et des pages de dialogue, sans compter qu'il se plonge à chaque fois dans la tête d'un homme hyper violent.
Ce n'est pas sans conséquence. Sur le tournage, Gandolfini grogne comme Tony et sombre dans des colères noires quand il ne parvient pas à mémoriser un passage de son texte. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ce que raconte le journaliste Brett Martin dans son livre Des hommes tourmentés. Car en 2002, l'acteur pète carrément les plombs, un peu comme aurait pu le faire son personnage dans la série. Qu'est-ce que t'as fait de mon fric? Je vais te le rendre. Ah, mais oui, je sais bien que tu vas me le rendre. Seulement, je te jure que t'as intérêt à tenir ta parole, tu vois, parce que moi, je te jure que je suis rien du tout comparé à ceux qui gèrent ce genre d'affaires. Saleté, là. J'espère que t'as compris. Cet hiver-là, Gandolfini s'emporte régulièrement. Bon, peut-être pas autant que son personnage, mais il culpabilise aussitôt. Il est en pleine procédure de divorce, a des problèmes d'alcool, et lui, le grand timide, a du mal à supporter la célébrité associée à son personnage. Un soir, alors qu'il doit tourner une scène à gros budget, James Gandolfini ne se présente pas sur le plateau. Sur le coup, les équipes ne s'inquiètent pas outre mesure, mais vite, la tension monte, car pendant plusieurs jours, Gandolfini reste aux abonnés absents. Et s'il s'était produit le pire? Si l'acteur avait sombré dans la dépression jusqu'à se donner la mort? Un matin, le cœur de l'un des scénaristes fait un bond. Il entend un flash à faux dans sa voiture, annonçant justement la mort d'un artiste d'Hollywood. Mais ce n'est pas James Gandolfini, c'est le batteur d'un groupe de rock. Quelques jours plus tard, les producteurs reçoivent un coup de fil du comédien. Il errait à Brooklyn, sans papier ni argent. Paumé, déboussolé. Il demande à ce qu'on vienne le chercher. Il veut se remettre au travail. Le tournage peut recommencer. The beast in me is caged by frail and fragile bars. James Gandolfini aurait-il fait un aussi grand Tony Soprano s'il n'avait pas connu comme lui la dépression? On ne le saura jamais. Gandolfini avouera en tout cas qu'avoir interprété un personnage si violent ne l'a pas laissé indemne. D'ailleurs, il évitera de jouer de tels rôles les années qui suivent. Reste que, 13 ans après la fin de la série, son regard triste, sa rudesse, sa boulimie, sa façon de fumer le cigare et de porter le peignoir continuent de faire de Tony Soprano l'un des héros de série les plus marquants. Maintenant que vous avez envie de regarder cette série, on va quand même vous dire où vous pouvez la trouver. Les Sopranos, c'est une série HBO en 6 saisons, 86 épisodes. Elle est disponible sur OCS. Docteur Debien, vous en parlez beaucoup de Tony Soprano dans votre livre. Il ouvre même un des chapitres de Nos héros sont malades. Et vous écrivez notamment que les Sopranos offrent une remarquable description de la dépression loin des clichés et des idées reçues. Est-ce que ça a fait date pour vous, les Sopranos, dans la perception qu'on a de la dépression? Alors, je ne sais pas si le grand public a retenu de Tony Soprano la dépression, mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est compliqué la dépression, parce que la dépression classique, c'est caractérisé par le ralentissement psychomoteur. Donc des gens qui ont du mal à penser et du mal à bouger à l'écran, c'est pas évident à rendre. Un peu compliqué, donc, oui. que ça soit intéressant. Mais ça, c'est la version classique. La version qu'on voit dans Les Sopranos, c'est une version intéressante, parce que c'est une version où, et ça on oublie très très souvent, hein, la dépression est associée, on le voit encore, de la stigmatisation à la faiblesse. Or, pendant longtemps, quand on s'enfonce dans la dépression, on lutte contre. Et on lutte contre, souvent, ça nous use et il y a un côté très agressif qui ressort. Hein, donc, on peut avoir des formes comme ça de dépression qui vont plutôt du côté de l'irritabilité et de l'agressivité. Et ça, on le voit très très bien dans la série. On voit très bien aussi que quand on a un certain âge et une certaine stature et qu'on est un homme, on n'a pas le droit de faire une dépression. On a le droit de faire un infarctus. Et ça m'a rappelé le film avec De Niro, Mafia Blues. Mafia Blues, oui, tout à fait. Où il fait bien des sûr. crises d'angoisse. Mais non, c'est surtout pas des crises d'angoisse, c'est des infarctus. Il en a fait 50 dans la semaine, mais c'est pas un problème. Et donc, on voit bien aussi cette stigmatisation de la dépression chez l'homme, encore aujourd'hui, qui conduit à un retard au diagnostic. Alors, les hommes arrivent très tard et voire n'arrivent pas, dans le sens où le bout du bout de la dépression s'appelle la mélancolie et on peut non pas se donner la mort mais sauter la vie. Donc on a, et c'est une partie des suicides chez l'homme, hein, il y a trois hommes qui se suicident pour une femme. C'est en raison de ce retard, hein, d'aller vers les soins, parce que il y a une stigmatisation, parce que je suis fort, moi, je suis un homme. Et là, on le voit très bien. On voit les complications de la dépression, l'addiction
Alors forcément, alors ils traînent en plus de ça dans un milieu qui facilite l'addiction, puisqu'il y a l'alcool au minimum, mais aussi il y a l'accès aux autres toxiques. On voit bien cette scène là où il est en peignoir, et puis c'est un épisode où il a une espèce de vision un peu hallucinatoire. Ouais. Voilà, on voit bien. Alors là, pour le coup, le ralentissement psychomoteur, il peut pas bouger de son peignoir. On voit bien que son regard est vide. On voit bien les troubles cognitifs, c'est-à-dire les problèmes de mémoire par moment, les problèmes de raisonnement. La dépression, c'est une vraie cochonnerie, quoi. Ça, on le voit très bien là. C'est vraiment génial de vous entendre, parce que c'est exactement ce que j'ai perçu en lisant le livre, c'est-à-dire qu'on est plongé dans cet univers des séries qu'on aime, mais qui nous offre un autre regard, grâce à votre décryptage, un autre regard sur les héros, et puis on en apprend beaucoup sur la psychiatrie, comment tout ça a évolué, sur les mots aussi, comment on peut mettre des mots, sans mauvais jeu de mots pour le coup, comment on peut mettre des mots sur les mots, et puis les alertes aussi. On va parler du suicide après. Et d'ailleurs, vous parlez de Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Milos Forman au début de votre livre. Et bien, depuis quelques semaines, il y a une autre série qui s'arrête sur un des personnages du film, en l'occurrence l'infirmière de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est la série Ratched, du prénom de cette infirmière. La série est signée Ryan Murphy, elle est disponible sur Netflix. Et alors, outre l'esthétisme de cette première saison, je passe sur le côté gore, qui est parfois un peu trop prononcé à mon sens. La série, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle revient sur des moments clés de la psychiatrie. Extrait. Mesdames et messieurs, vous allez assister à un événement historique. Je vais vous présenter la technique de la lobotomie. En 1935, un neurologue portugais du nom de Antonio Egas Moniz a testé pour la première fois une intervention qui a vocation à devenir d'ici peu une opération des plus courantes. Une opération si facile à réaliser qu'elle peut être pratiquée sur 4 patients en même temps en l'espace de moins d'1 quart d'heure. Le lobe frontal du cerveau est le siège de toutes les névroses. Problèmes de concentration chez l'adolescent, manies diverses, perte de mémoire, lesbianisme. Toutes ces maladies peuvent être canalisées, si ce n'est complètement traitées, en sectionnant chirurgicalement une série de connexions neuronales dans la matière blanche du cerveau. Comme vous pouvez le constater, les patients n'ont reçu qu'une sédation légère. Et quand ils se réveilleront, ils seront juste un peu groggy. Mais surtout, ils seront guéris des névroses insupportables qui les ont conduits à venir se réfugier dans cet hôpital. Alors, je vous précise quand même le contexte de cette scène. Donc, vous venez d'entendre le médecin qui a face à lui donc les 4 patients en question, puisqu'il a décidé de les opérer les 4 en même temps en 1 quart d'heure. Tout ça en public. Évidemment, ça va très mal se passer. Et il y a quelques dames et monsieur qui vont s'effondrer dans le public parce que c'était absolument horrible. Et d'ailleurs, l'intervention va s'arrêter. Docteur Debien, à propos de Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous écrivez dans votre livre que le film symbolise toutes les peurs fantasmées sur la psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Et je pense que d'ailleurs, que l'extrait en question... Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est le condensé de toute la stigmatisation sur les soins psychiatriques. On a parlé de la stigmatisation des gens atteints de maladies mentales. Là, c'est l'incompétence de la psychiatrie, le fait qu'on attache les gens, qu'on les sédate, qu'on leur envoie de l'électricité dans la tête, qu'on les lobotomise. Bon. Le problème, c'est qu'on est resté bloqué là-dessus. Alors, il y a eu, et il y a probablement encore, alors j'allais dire des dérives, mais c'est horrible de dire des dérives, des choses scandaleuses qui se passent, mais surtout Vol au-dessus d'un nid de coucou, et c'est Milos Forman qui le disait dans une interview. Il y a un très beau reportage sur Il était une fois, Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vous invite à le regarder, parce que ça redresse pas mal de choses. Milos Forman n'a pas fait un film sur la psychiatrie, il a fait un film sur le communisme. Il sortait du bloc de l'Est, et il a trouvé cette pièce de théâtre, dont les droits avaient été acquis par Kirk Douglas, que Kirk Douglas avait joué d'ailleurs. Il a accepté parce qu'il s'est dit « Ah, c'est comme dans le bloc de l'Est ». Et en fait, c'est intéressant que la série qui ressort aujourd'hui, ça soit Ratched, parce que, en fait, la problématique, c'est pas la psychiatrie dans le film. La problématique, c'est Ratched. Ce que tous les gens ont oublié, c'est que Jack Nicholson, qui est sympathique, c'est un violeur. Et oui. C'est un violeur qui vient à l'hôpital psychiatrique pour essayer d'échapper à la justice, probablement à la peine de mort. D'ailleurs, les psychiatres, on les voit 2 fois, alors c'est facile à reconnaître, sont des hommes au cinéma à cette époque-là, et ils ont un costard et une cravate. Donc c'est vous qui l'avez dit, vous avez remarqué. Oui, mais c'est la représentation du psychiatre à cette époque-là. Il y a peu de femmes. Les psychiatres ne sont pas dupes en disant « mais il n'a pas de maladie mentale ». C'est un violeur, il doit aller en prison. Et c'est Ratched qui, elle, dit « oui, mais moi, je peux normaliser ». Et c'est là le piège, effectivement, dans lequel on pourrait tomber, et dans lequel la psychiatrie des années 70 en URSS est tombée, c'est que la psychiatrie n'est pas là pour normaliser les comportements. Donc elle va tout utiliser
Par exemple, la sismothérapie, les électrochocs. Aujourd'hui, là où je vous parle, ça sauve des vies. Et il y a des gens qui refusent les électrochocs parce qu'ils ont l'image de ce qui s'est passé dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, et donc ils vont mourir à cause d'une mauvaise image. Donc il y a vraiment un impact. Alors la lobotomie, là vous avez pris l'horreur. L'horreur est un des plus grands scandales de la psychiatrie mondiale, enfin mondiale surtout américaine d'ailleurs, avec Walter Freeman, qui a même créé une lobotomobile. Donc il sillonnait les États-Unis avec un bus qui était aménagé pour faire les opérations, et c'était pas 4 qu'ils faisaient dans la journée, c'était 20, 30. Vous venez de faire un geste Oui. pour expliquer aux gens qui écoutent cet épisode de Série-Land, vous venez de faire un geste comme quelqu'un qui tape sur un marteau, parce qu'en fait c'est ça. C'est un marteau, et on puis tape sur le crâne au-dessus de l'œil. C'est un pic à glace. Je ne sais pas si vous voyez le pic à glace. Bon, après il est un peu adapté. Et puis vous allez au-dessus de l'œil, à la frontière, vous tapez, et puis vous faites un petit mouvement comme ça pour sectionner les fibres. C'est un scandale. Monitz, alors il a eu le Nobel, mais d'ailleurs il y a des associations qui veulent lui retirer, ça n'a toujours pas été fait. Mais Monitz, c'était un politique aussi, c'était quelqu'un de complexe qui avait testé ça sur les chimpanzés dans un premier temps. Il a publié 2-3 articles, et en fait, heureusement, même s'il a eu le Nobel, il y a guère qu'aux États-Unis que ça a eu cette implication-là. Bon, il y a aussi un très bon film sur Walter Freeman, je ne retrouve pas le titre, qui montre un peu cet homme qui, au nom du bien, a fait des choses absolument affreuse. Je vous propose de rester aux États-Unis, justement, avec vous, Clément, parce qu'il y a une autre série qui évoque des troubles mentaux. C'est une excellente série à voir sur Netflix et ça s'appelle Mindhunter. Oui, parce que quand vous m'avez parlé du thème, Eva, c'est la première qui m'est venue à l'esprit, parce qu'on parle des héros depuis tout à l'heure, c'est notre thème, et moi, je préfère les méchants, en fait. Je préfère les méchants, et je préfère quand ils sont encore plus fous. Plus ils sont fous, mieux c'est. Alors forcément, Mindhunter, j'ai adoré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, docteur. C'est une série, on va rappeler, inspirée de faits réels. On est à la fin des années 70 aux États-Unis, au tout début de ce qu'on appelle le profilage criminel. Aujourd'hui, ça paraît évident d'analyser la psychologie des tueurs, leur motivation, d'où ils viennent, etc. Mais à l'époque, pas du tout. On analyse surtout les crimes. Et ce sont 2 agents du FBI aidés d'une psychiatre qui ont développé une méthode pour comprendre les serial killers. Pourquoi est-ce qu'ils tuent ? Pourquoi est-ce qu'ils tuent parfois au hasard ? Ils ont interviewé pour ça, les pires d'entre eux, j'aurais pas aimé faire leur job. Charles Manson, David Berkowitz alias Son of Sam, Richard Speck, etc. Bref, un quotidien très joyeux. Et j'ai choisi, moi, un extrait de l'interview d'Ed Camper. Donc, ils se rendent en prison pour aller voir Ed Camper qui, petit CV, a tué ses grands-parents à 15 ans, sa mère 10 ans plus tard et plusieurs autres victimes. En fait, tout est parti de mon incapacité chronique à communiquer, aussi bien d'un point de vue social que sexuel. J'étais terrifié seulement à l'idée de pouvoir échouer dans la relation homme-femme. M'asseoir et parler à une femme m'était impossible. Pourtant, je voulais communiquer. J'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà confié à quelqu'un d'autre ? Avez-vous parlé de votre penchant ? À votre mère ? Peut-être. Si j'avais eu l'occasion de me confier de façon intime, les choses auraient été différentes. Mais dès que je posais le pied par terre le matin, elle m'humiliait, me dégradait. Elle connaissait toutes mes faiblesses. C'est elle qui les avait engendrées. J'ai été son jouet toute ma vie, jusqu'à ce moment précis où je l'ai égorgé avec un couteau de chasse. Voilà, très joyeux. Clair, voilà, clairement, on est dans la joie là. Moi, ce qui m'a interrogé, j'ai toujours été un peu passionné par cette analyse des crimes violents. Concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça depuis qu'on analyse les psychés, j'ai envie de dire, les plus tordus ou les plus retorses ? Déjà, il va falloir vous soigner. C'est prévu. Et bim. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez employé le mot de fou pour ça, parce que les actes nous disent que c'est forcément quelqu'un de fou qui a commis ça. Et alors ça, c'est terrible, parce que c'est encore la stigmatisation de la maladie mentale. Le problème de la plupart des criminels, c'est que ce ne sont pas des malades mentaux. Et c'est ça qui nous fait peur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les classe dans la maladie mentale. Souvent, on les classe comme psychotiques. Or, il ne faut pas oublier que les patients psychotiques, les personnes atteintes de psychose, je vais essayer d'être très respectueux, c'est important, elles ne sont responsables que de 3% des crimes de sang. Ce qui veut dire que 97% des crimes de sang, c'est vous et moi. Voilà. Et alors Mindhunter, c'est hyper intéressant dans le sens où on est au début de la découverte de cette psychologie criminelle.
Il y avait déjà eu pas mal de techniques, les empreintes digitales, enfin on était passé par un certain nombre de choses, et là on se disait tiens, il faut qu'on comprenne les motivations, comme ça on va pouvoir anticiper, enfin c'est toujours le vieux fantasme d'anticiper sur le crime, hein, c'est Minority Report, hein, et on voit toutes ces découvertes. Et en fait, quand on regarde bien Mindhunter, ce qui les effraie, c'est qu'en fait ils trouvent que ce ne sont pas des gens qui sont fous, mais qui sont des gens avec effectivement un comportement et un fonctionnement qui est très étrange, et notamment, on parlait d'empathie tout à l'heure, mais c'est ça, hein, c'est l'absence d'empathie chaude. Il y a une empathie froide qui permet de comprendre l'autre pour mieux le manipuler, mais il n'y a pas d'empathie chaude, ce qui fait que on manipule un autre être humain comme on manipulerait une chaise, ce qui leur permet d'ailleurs de passer à l'acte de façon sans avoir trop de remords, puisque casser une chaise, c'est pas très grave en fait. Et c'est l'horreur, et notamment Ed Kemper. Il est génial cette scène, enfin tout ce qui va se jouer d'ailleurs de façon très perverse entre ces policiers et Ed Kemper dans la série, c'est absolument extraordinaire, parce que en plus de ça, Ed Kemper, il va lire les théories psychanalytiques de l'époque et il va leur ressortir la même chose. C'est la faute de la mère, enfin, le vieux truc classique. Et les autres, ils vont adhérer. Enfin, elle est extraordinaire cette série, il faut la voir. Et il y a justement un miroir dans cette série qui, moi, m'a encore plus intéressé qu'on voit surtout dans la deuxième saison, qui est que, certes, il y a donc ces criminels très violents qui sont le cœur de la saison 1, mais dans la saison 2, on s'intéresse plus aux policiers, aux agents du FBI, et on se rend compte que eux-mêmes n'ont pas des vies très simples, ils ont des traumatismes aussi, et que quelque part, ça explique peut-être leur penchant pour ces crimes violents. Est-ce qu'il faut soi-même être un petit peu traumatisé ou avoir quelques psychoses pour être capable de comprendre les gens atteints de psychose? Vous dites ça à un psychiatre. C'est ce qu'on dit. Alors j'ai fouillé dans mon CV personnel pour dire qu'est-ce qui t'a amené à la psychiatrie. J'ai découvert qu'il y avait eu beaucoup de suicides dans ma famille, mais je l'ai découvert après. Alors après, peut-être que je le savais de façon inconsciente, etc. Je pense qu'il faut être surtout très honnête avec soi-même, c'est-à-dire où j'en suis. Si j'ai été victime d'un traumatisme, comment ça va colorer mon professionnalisme? Être un professionnel, c'est justement être capable de prendre un peu de recul par rapport à notre situation personnelle. Et on le voit bien dans la saison 2, c'est ce qui leur pose problème, justement. Hein, quand ça se plaque comme ça, je pense qu'aucun métier n'est interdit à qui que ce soit, mais il faut rester très très honnête pour justement pas plaquer et faire des raccourcis. Excellente série que je vous recommande également sur Netflix, ça s'appelle Mindhunter. Vous évoquez aussi le cas de Carrie Mathison dans Homeland, c'est extrêmement intéressant sur la bipolarité dans votre livre Docteur Debien, Nos héros sont malades. Et puis je voudrais qu'on s'arrête quand même sur une autre série que vous décrivez très bien, que j'apprécie particulièrement, qui est 13 Reasons Why. Le pitch, une jeune fille, Anna Baker, qui s'est suicidée, elle a laissé 7 cassettes dans lesquelles elle raconte les 13 raisons qui l'ont poussée à se donner la mort, chaque raison étant liée également à une personne de son entourage. Alors la série a fait polémique, vous allez nous expliquer pourquoi, docteur, mais avant je voudrais vous faire écouter le message enregistré par les comédiennes et comédiens de la série qui est diffusé avant le premier épisode de la première série sur Netflix. Bonjour, je suis Dylan Minette et je joue le rôle de Clay Jensen. Je suis Catherine Langford et je joue le rôle d'Anna Baker. Je suis Justin Prentice et je joue le rôle de Bryce Walker. Je suis Ali Chabot, je joue le rôle de Jessica Davis. 13 Reasons Why est une série de fiction qui aborde des sujets graves qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Ça concerne les agressions sexuelles, la toxicomanie, le suicide et d'autres thèmes encore. En faisant la lumière sur ces sujets compliqués, on espère que ça aidera à libérer la parole des spectateurs. Mais si vous-même vivez ce genre de problème et que vous en souffrez, cette série n'est peut-être pas faite pour vous. Ou vous devriez la regarder avec un adulte de confiance. Et si vous éprouvez le besoin de parler à quelqu'un, tournez-vous vers un parent, un ami, un conseiller d'éducation ou une personne de confiance. Contactez un centre d'écoute ou allez sur 13reasonswhy.info. Parce qu'à partir du moment où on commence à en parler, ça devient plus facile. Docteur Debien, pourquoi c'est si important d'avoir fait ce message avant le premier épisode? Il aura fallu 2 ans pour qu'il fasse ça a été mis a posteriori, ce message. Tout à fait. En fait, 13 Reasons Why, d'abord, ce qui est génial, c'est le titre. 13 raisons 2, parce que ça casse déjà une des idées reçues sur le suicide, qui est il y a une raison. On se suicide parce que notre petit copain nous a quittés, on se suicide parce qu'on a perdu son emploi. Bon, non, c'est pas ça le suicide. Le suicide, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est l'adversité qui va s'accumuler et qui va faire qu'au bout d'un moment, on n'a plus les ressources de lutter et on ne trouve qu'une seule solution pour mettre fin à sa souffrance. Et là, c'est sauter la vie. Donc c'est un processus. Pourquoi c'est important que ça soit un processus? Parce que ça veut dire qu'on peut le prévenir. C'est-à-dire que si on arrive suffisamment tôt, et c'est pour ça que c'est important d'en parler très tôt, parce qu'on peut
essayer de voir quelles sont les raisons qui vont amener au passage à l'acte. Et donc 13 raisons 2, ça montre qu'il faut 13, au moins, enfin, en tous les cas, il faut un certain nombre de raisons 2. Après, la problématique et la polémique, elle s'est beaucoup focalisée sur le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on voit le passage à l'acte d'Anna Baker, et on le voit, alors ça a été critiqué parce que c'est bien mis en scène, est-ce que ça a été romantisé, pas romantisé ? J'ai vu la scène, elle est suffisamment trash pour que je ne sais pas s'il y a du roman, la romantisation là-dedans. Mais en tous les cas, on sait, et ça s'appelle l'effet Werther, c'est connu depuis très longtemps, puisque ça fait référence à un roman de Goethe, donc ça date un petit peu, que lorsqu'il y a une représentation directe d'un passage à l'acte suicidaire, ça peut entraîner des contaminations suicidaires chez des gens qui sont vulnérables. Chez les gens qui vont bien, non, mais chez les gens vulnérables, par un processus d'identification au personnage qui est là, et donc être une jeune femme qui a des soucis à l'école, on voit bien que c'est assez facile de s'identifier. Et donc cette scène a posé problème, et surtout quand on réfléchit d'un point de vue scénaristique, moi je me suis posé la question, est-ce qu'elle est utile ? C'est ce que j'allais vous demander, en fait. En fait, parce la qu'on comprend scène très bien. d'après Voilà. est suffisamment horrible, c'est-à-dire que c'est les parents qui rendent... Alors, c'est très projectif, puisque je suis suffisamment vieux pour avoir des enfants de cet âge-là, et qui rentrent et qui découvrent leur fille. Et d'ailleurs, ils ont coupé au moment où on comprend qu'elle va dans la baignoire et on comprend ce qu'elle va faire, et puis on reprend aux parents qui arrivent. Et en fait, c'est aussi fort, voire peut-être même plus fort, que d'avoir montré la scène. Donc il y a eu cette polémique, il a fallu 2 ans pour que Netflix le comprenne. Ils ont fait plein de choses, ils ont fait un site qui est vachement bien fait, il y a les acteurs qui se sont mis dedans, mais ce qu'on a oublié, c'est le côté positif de C'est ce que j'allais vous demander. Vous, est-ce que vous la conseilleriez à des adolescents, par exemple ? Tout à fait. Parce que ça suscite le débat, justement. Ça suscite le débat, et surtout, ce qui a été impressionnant, c'est que quand 13 Reasons Why est passé, il y a eu une étude, et les lignes d'appel de secours, d'aide, ont explosé. C'est-à-dire que les gamins, ça a libéré la parole. Enfin, les gamins, excusez-moi, mais les plus jeunes, ça a libéré la parole. Or, entre 15 et 25 ans en France, c'est la 2e cause de mortalité chez nos jeunes. Donc, il y a un véritable enjeu pour que les 15-25 ans soient touchés. Quoi de mieux qu'une série qui leur parle de leur quotidien ? Donc voilà, alors il y a le fait d'avoir enlevé cette scène, c'est très important, le fait d'avoir cet avertissement, et puis le fait de remettre les parents dans leur rôle, c'est-à-dire de s'intéresser à ce que nos jeunes regardent, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'ils cachent aussi, mais de poser la question, tiens, tu regardes cette série, et puis d'aller la regarder. Alors oui, c'est une série ado. Qui est très bien faite. Qui est très bien faite, mais j'avouerai qu'à 50 ans, j'ai un peu... Voilà, mais ça, c'est parce que ça vous rappelle le boulot. Oui, mais bon, voilà. Mais je l'ai regardé en entier et je l'ai conseillé à mes fils. Je leur ai dit, regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez, on regarde les épisodes ensemble. Eh bien, le ensemble, c'est quelquefois difficile. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord aussi sur le fait que je pense que les ados doivent la regarder. Je pense que les ados, ça serait bien qu'ils lisent aussi votre livre, sans vous faire de la promo, mais parce qu'il y a des petits conseils aussi pour savoir quoi faire dans ces moments qui sont extrêmement compliqués, notamment à l'adolescence. Votre livre s'appelle « Nos héros sont malades ». Merci beaucoup pour votre décryptage et cet effort de pédagogie, docteur Debien. Mais chaque semaine, on finit cet épisode de Série-Land avec nos conseils séries, des conseils précieux en ces temps de confinement. Vous ne savez plus quoi regarder et où. Nous sommes là pour vous. Docteur Debien, vous allez d'ailleurs nous faire partager votre enthousiasme pour une série anglaise. Je ne veux pas spoiler la suite, mais je vous le dis tout de suite, je valide votre choix. Clément, à vous l'honneur avec une série qui est à voir sur Amazon Prime Video depuis le 30 octobre et ça s'appelle Utopia. Oui, tout à fait. Utopia, c'est l'histoire d'une bande de passionnés d'un comics, une bande dessinée qui a pour titre Dystopia. Alors voilà, il y a un petit piège tout de suite sur le titre. Et là, puisque nos cours de 4e remontent un petit peu, une utopie, c'est un monde imaginaire idéal et une dystopie, c'est un monde imaginaire cauchemardesque, une utopie qui a viré au cauchemar. Et même si la série s'appelle Utopia, elle n'a pas grand-chose de réjouissant. À commencer donc par cette BD qui s'appelle Dystopia et qui est plutôt flippante. Once upon a time, there was a little girl named Jessica Hyde. Jessica Hyde had a daddy who was a genius scientist. Now Jessica and her daddy were held by an evil villain named Mr. Rabbit. Voilà, donc on entend dans cette BD les questions d'une petite fille, Jessica Hyde, qui essaye de sauver son père, un scientifique contraint de créer des virus par un homme à tête de lapin, tout va bien. Sauf que, pour les lecteurs et les lectrices passionnés de ce comics, Dystopia aurait prédit plusieurs virus comme la grippe porcine, le SRAS, Zika, etc. Et la série commence le jour où ils apprennent qu'une suite, Utopia, on y vient donc, a été retrouvée dans un carton poussiéreux pour eux.
eh bien cette suite permettrait d'anticiper de futures catastrophes. Ils se rendent donc à une convention de fans pour acheter l'original, ils sont 4, mais voilà, les choses tournent mal, très mal, des tueurs débarquent et dézinguent tous ceux qui ont vu une seule page d'Utopia, tous sauf nos 4 héros qui arrivent à fuir, et ils se rendent compte que tout ce qui est écrit dans la BD est bien réel, ce qui va leur causer pas mal d'emmerdes. Utopia is real! This is Jessica fucking Hyde! Get it! Voilà, et partant de là, Utopia devient donc une grande course-poursuite. Tout le monde veut cette BD. Il y a les gentils fans, donc Becky, Sam, Ian, Wilson, rejoints par un petit garçon qui s'appelle Grant. Il y a aussi Milner, une agente des services secrets, des tueurs sanguinaires très très inventifs dès qu'il s'agit de torture. C'est assez violent d'ailleurs, je préfère le préciser, c'est une série qui n'est pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde. Et puis il y a Christie, un labo pharmaceutique pas très net, le tout pendant qu'un virus bien réel est en train de décimer des enfants à travers les États-Unis, et forcément ça n'est pas sans lien. Alors, je vais tout de suite vous dire, c'est absolument pas mon univers, mais je reconnais que le peu que j'ai vu est absolument séduisant. La réalisation est sublimissime, notamment les premiers plans, on dirait des toiles. J'aime beaucoup l'idée de départ, celle de retrouver dans une pièce poussiéreuse une œuvre improbable. Alors, c'est déjà vu, mais je sais pas, ça touche à un truc de l'enfance, vous savez, quand on espérait trouver un trésor. Et puis, tous les personnages sont forts, alors à la fois par le caractère, mais aussi par l'identité visuelle. On sent que chaque détail a été travaillé, et tous ces héros et anti-héros feraient d'excellents patients pour vous, docteur. Alors après, je n'ai pas vu la série originale, la série anglaise. Donc, les spécialistes, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Moi j'ai vu les deux coup sur coup même, parce que j'avais pas vu Utopia, donc en préparant ce podcast, j'ai regardé d'abord la série britannique. Moi je vais pas le cacher, j'ai une petite préférence justement pour cette série britannique, parce que les Britanniques se permettent des choses que les Américains ne se permettent pas. Souvent, en l'occurrence dans ce cas-là, c'est encore plus violent. Donc c'est déjà, la série américaine est déjà pas très très recommandable, on va dire, pour les enfants. Là, la série britannique, ça part dans tous les sens. Quand je dis qu'ils sont inventifs dans la torture, ça va vraiment très très loin. Et des fois, même moi, j'ai fermé les yeux et pourtant, je suis pas un grand sensible. Mais ça se regarde quand même très bien. Et puis, c'est beaucoup plus cynique aussi. Les Anglais ont ce ton très impertinent que les Américains, c'est parfois un peu plus lisse. Et puis, après, on regarde des choses un peu différemment. C'est-à-dire que la série britannique, on sait, elle date de 2013, donc c'était une époque où on vivait plus ou moins tranquillement. Il n'y avait pas de Covid-19, par exemple, pour en prendre un au hasard. On avait certes des épidémies de temps en temps, mais rien, il n'y avait pas de pandémie, quoi. Et c'est vrai que là, Utopia qui ressort dans ce contexte, alors c'est pas prévu, elle est en développement depuis 2018, c'est pas comme si d'un coup il s'était dit il nous faut une série sur une pandémie. Mais là, forcément, on la regarde avec quelque chose des yeux un peu différents. C'est-à-dire que la série britannique, elle est un peu éthérée. Elle est filmée d'une façon, c'est dans un espace périurbain en Angleterre, donc on n'est pas à Londres, on n'est pas non plus dans une petite bourgade, on est un peu entre les deux, c'est dans des entrepôts, des maisons vides, c'est filmé c'est très saturé à l'image aussi, donc on est un peu dans un monde parallèle tout en étant sur Terre. Ça rendait la série un peu étrange. Là, la série américaine, le remake est plus concret, on est plus dans le monde d'aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a des écoles qui sont montrées, etc. On est dans le concret, et le fait qu'effectivement il y a ce Covid-19 qui vienne nous barrer un peu la route aujourd'hui, on se dit, tout ça est peut-être très réel. Alors, la série invite beaucoup au complot aussi. Il faut se méfier un peu de ça. C'est une série à prendre avec beaucoup de recul. Sinon, on va avoir l'impression que le Covid-19 a été créé dans un laboratoire par Bill Gates. Voilà. C'est pas le cas ? Il paraît que non. Excusez-moi, j'étais donc il faut se méfier effectivement de ce genre de série. Il faut vraiment avoir du recul, un esprit critique. C'est une série qui invite beaucoup à la réflexion, à se demander comment on réagirait. Et là, on est en plein dedans, en fait. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'esprit critique, parce que je trouve que votre livre, Docteur Debien, nous amène à ça, justement. C'est à regarder les séries avec un peu plus d'esprit critique et de se dire qu'on n'est pas simplement en train de regarder un divertissement. L'idée, c'était de partager le savoir que j'ai eu la chance d'apprendre à la faculté pour tout le monde et d'essayer de le rendre accessible. On raconte tellement de bêtises sur la psychiatrie que tout le monde en souffre. Donc l'idée, c'était ça. C'était, je vous donne ce que moi, on m'a appris, regardez les séries un petit peu autrement, avec l'ambition de changer un tout petit peu le regard sur la psychiatrie et surtout sur les personnes qui ont la malchance d'avoir un trouble mental. Merci Clément pour ce conseil. On va vous libérer parce que vous avez d'autres obligations que Seriland. Je trouve ça même scandaleux. Où est-ce qu'on peut regarder Utopia ? Alors pour voir la version américaine, donc le remake qui vient de sortir, ça se passe sur Amazon Prime Video. Il y a 9 épisodes de 50 minutes, ça se regarde très bien. Et pour voir la version britannique qui est un peu différente, c'est sur MyCanal. Il y a 2 saisons de 6 épisodes.
Merci beaucoup. Alors de mon côté, j'ai craqué pour une série bien barrée. Série qui entre dans la catégorie moins de 23. Alors je ne parle pas de 23 ans, docteur, mais bien de 23 minutes. 2 Weeks to Live est constitué de 6 épisodes de 23 minutes, donc avec une actrice que les fans de Game of Thrones seront heureux de retrouver. Maisie Williams, alias Arya, dans la série culte. On la retrouve dans la peau de Kim, une adolescente élevée par sa mère dans une cabane loin du monde. Alors son quotidien, c'est plutôt les armes, la chasse pour se nourrir et les stages de survie. Elle est d'ailleurs persuadée que la fin du monde est proche. Et un jour, elle décide de quitter sa forêt pour parcourir le monde. L'autre monde, celui où les interactions sociales notamment sont importantes. Et ça donne lieu à une série de quiproquos sur fond de discours apocalyptiques. Si j'ai compris ce que t'as dit, la fin du monde, c'est pour demain, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est que ça pourrait arriver dès demain. Mais quand ça se produira, moins tu seras intégré, plus t'auras de chances de survivre. Ça va arriver comment? Sans doute à cause d'une guerre nucléaire. Ah. Mais ça pourrait aussi être dû à l'intelligence artificielle, à la fonte de la banquise, ou encore à une épidémie de rougeole chez les poissons, ce qui nous a Une épidémie chez les poissons? Ma mère dit toujours que la principale caractéristique de l'humanité, c'est l'impatience, y compris pour sa propre destruction. Notre mère à nous dit toujours qu'une tartine de pain grillé au fromage ne suffit jamais, mais que 2 tartines, ça fait beaucoup trop à manger. Tu te fous de moi, mais c'est uniquement parce que le gouvernement nous cache à quel point la situation craint. D'ailleurs, si tu savais... Non, je te rassure, je suis de ton côté, meuf. Faut pas croire à leur bobard, genre « Hé les gars, on va tous monter dans un vaisseau spatial et s'envoler pour la Lune », comme si c'était possible. C'est surtout un pote géant pour des putains de conneries, ouais. L'idée du complot, elle est toujours là. J'avais même pas réalisé à quel point elle était dans cet extrait. Mais c'est extrêmement drôle, c'est décalé. C'est très humour noir avec quelques hommages au cinéma de Tarantino. Et notre héroïne, pour encore intégrer votre liste de patients ou de gens pas très équilibrés, docteur, je suis en train de vous faire une clientèle de dingue. On dit pas clientèle, pardon, on dit des patients. C'est à voir sur mycanal.fr. Et la transition est toute trouvée parce que votre coup de cœur, Christophe Debiens, c'est une série britannique, c'est ça? Oui, c'est Inside Nine. Ouais. Donc à voir sur Arte. Voilà, Arte qui le site d'Arte, arte.tv. Décidé de relancer des séries comme ça, parce qu'Inside Nine, ça date un petit peu. Vraiment, c'est un énorme plaisir. Alors, il n'y a pas de lien d'un épisode à l'autre, je retrouve plus le terme, mais chaque épisode qui fait 23-25 minutes est un bijou, c'est une nouvelle à chaque fois, d'humour anglais. Alors oui, c'est une série anglaise, avec deux acteurs qui jouent quasiment, qui jouent à chaque fois, mais qui se griment, qui changent. D'ailleurs, c'est même un jeu de se dire dans le prochain épisode, ils vont être comment, ils sont où? Ah, ils sont là. Et le premier épisode, ça s'appelle Les Sardines. C'est Pardon, je ris parce que je l'ai vu, c'est tellement drôle. C'est un remake du cache-cache, mais à l'anglaise, où tout le monde se retrouve dans la même armoire. Et là, il y a toutes les petites mesquineries du quotidien qui ressortent. Et ça finit pas très bien, on peut le dire. C'est grandiose. Le deuxième épisode, j'ai trouvé que c'était une véritable prouesse de mise en scène, parce que c'est un épisode entièrement muet, sur un cambriolage, mais avec une espèce de danse véritablement entre les cambrioleurs et les autres. Chaque épisode, c'est un petit bijou. Vraiment, j'adore. Alors, moi, le deuxième épisode, sans parole, sans dialogue, et pour moi, c'est une sommité en termes de mise en scène, parce qu'on est vraiment à la fois dans Peter Sellers, à la fois dans Jacques Tati, Chaplin, etc. Difficile de vous la pitcher, parce qu'en fait, chaque histoire est indépendante et chaque épisode est complètement fou. Vous avez un épisode aussi sur un acteur qui vient fêter l'anniversaire à une petite fille qui est malade. Vous savez, c'est par ces associations caritatives. Et qui va mourir tout de suite en soufflant dans le ballon d'anniversaire. Et les parents et la dame de l'association vont se dire, mais tiens, si on pouvait récupérer le dernier souffle dans ce ballon et si on le vendait aux enchères, ce serait vraiment très bien de gagner de l'argent comme ça. Enfin, voilà, tout est dingue dans cette série, mais vraiment, on vous la recommande. Des petits bijoux de 23 minutes comme ça. Allez-y, c'est sur arte.tv et c'est gratuit. Alors autant en profiter, bien évidemment. Merci infiniment, docteur Christophe Debiens. J'ai tellement envie de vous dire, vous savez, je ne suis pas folle, comme dit... En êtes-vous sûr? Non, j'en suis pas sûre, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Merci en tout cas pour tous ces décryptages que vous avez bien voulu faire avec nous. Votre livre, docteur Debiens, est intitulé Nos héros sont malades aux éditions Humaine Science et vous êtes également le co-auteur de la chaîne YouTube Psylab. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. Impossible aujourd'hui de ne pas faire appel à Dr House. Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, c'est que vous êtes schizo. Dans
prochain épisode de Sérieland, je vous propose de continuer à parler psychiatrie, mais pas seulement. Avec le réalisateur Arnaud Malherbe, nous disséquerons sa nouvelle série Moloch à voir sur arte.tv. Sérieland est un podcast Europe 1 Studio, produit par ma psy, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes patients Clémence Olivier, Clément Le Saffre, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, le prochain devrait vous séduire, restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Le groupe Facebook de Sérieland est là pour vous aussi. Attention, dans Sérieland, vous le savez désormais, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.